Pardon, Michael, donc je disais, qui est notre invité d'aujourd'hui. Il va nous parler d'un sujet, évidemment, qui est tout à fait d'actualité, puisque on sait qu'on est en situation de plein emploi au Québec. Et que le recrutement de personnel, le recrutement de talent au sein des entreprises est une question d'actualité. Je pense que... Oui. Oui. Et donc, notre sujet d'aujourd'hui, recruter des talents pour la PME. Alors, comment recruter des talents en PME? Depuis plusieurs années, l'économie surchauffe et l'acquisition de talents est devenue aussi importante que l'acquisition de clients. Plusieurs paradigmes ont dû être brisés dans le secteur du recrutement, mais il reste encore beaucoup pour renverser la tendance, plus particulièrement pour les PME où les moyens et les ressources sont limités. Alors, je pense qu'on est au cœur d'un sujet qui va beaucoup intéresser les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais passer donc la main à mon invité. Je vais le laisser se présenter. C'est rare que je fais ça, mais je vais le laisser se présenter. Alors, Michael, je te passe la main immédiatement. Bien, merci beaucoup Anne-Marie pour l'invitation, tout d'abord. Oui, alors on va juste faire des petits ajustements. Des techniques. Oui, on va ouvrir notre son et voilà. Et donc, je termine ma caméra, c'est bien ça. Bon. Et on va ouvrir ta caméra et voilà. Voilà. Tout est beau. Tout est beau? Parfait. Comme je disais, merci beaucoup Anne-Marie de l'invitation. J'ai commencé à collaborer avec Innocent depuis quelques temps maintenant. Je commence à les découvrir. Puis, nos intérêts sont... il y a une synergie d'intérêts parce que de plus en plus, dans nos entreprises clientes, on se fait dire que le recrutement devient vraiment partie de la stratégie, frein à la croissance. Puis, c'est pour ça que c'est drôlement important d'en parler. Puis, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment le recrutement, c'est une action en soi, mais c'est vraiment un fil continu. On va vous parler de culture, de marque employeur. Vous n'avez déjà entendu parler, mais c'est toutes des choses qu'on va revoir. Puis évidemment, je n'ai pas la prétention en 30 minutes de refaire le monde. C'est seulement des petits tips, si on veut, si vous me permettez l'expression, qui vont vous permettre d'amorcer une réflexion pour améliorer un tant soit peu vos résultats. Parce que le recrutement, ça se mesure, il y a différents indicateurs, on va en voir quelques-uns, mais ça se mesure dans le temps et dans la pérennité du recrutement est bien importante. Donc, sans plus tarder, je vais me présenter pour savoir à qui vous avez affaire. Excusez-moi, je m'habitue, c'est mon premier webinaire, donc je vais vous demander un petit peu d'indulgence. Donc, mon nom, comme Anne-Marie l'a dit, je m'appelle Michael Lavoie, je suis associé au sein de Octave Mécénas Recherche de cadre. On est une firme qui a pignon sur rue à Montréal. On fait des mandats à la portée, à la grandeur du Québec. Et bien qu'on soit généraliste, on a beaucoup de clientèle dans la PME. Et ces clients-là ont des cheveux gris à nous parler parce que, comme j'ai dit d'entrée de jeu, ils ont des freins à la croissance importantes ils ne trouvent pas les bons talents. Puis dans les discussions qu'on a avec nos clients, il y a deux éléments. Soit qu'on ne trouve pas des talents, ou soit l'inadéquation des compétences. Les talents ne sont pas dans les bons postes. Donc, c'est toutes des choses que les clients nous racontent et que ça les empêche de dormir la nuit. Nous, on essaie de les aider. On intervient souvent lorsque c'est à la fin. Ils ont essayé différentes solutions, mais on va essayer de vous donner des outils pour justement là, essayer d'augmenter votre score, si je peux me permettre l'expression. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, on va voir différents éléments. En 30 minutes, on n'a pas le temps de tout voir, là, mais on va voir premièrement votre diagnostic. On doit prendre en compte votre situation actuelle, vos facteurs d'attraction. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la marque employeur. Je pense que c'est important. On entend beaucoup parler depuis quelques années. Certains disent que c'est galvaudé un petit peu, mais je pense que c'est très percutant quand on met ça dans l'ensemble de l'œuvre. Ensuite, une chose qui est, à mon avis, négligée ou pas assez pris au sérieux, c'est l'accueil et l'intégration. On a bien beau avoir le meilleur candidat du monde. S'il est mal intégré dans l'équipe, les études le prouvent d'ailleurs, la pérennité du recrutement pourrait être mise en cause. Ensuite de cela, on parle de pénurie de talent. On le voit, il y a un changement dans les cultures, tranquillement, évidemment. Mais on va en parler tantôt. Il faut embaucher une personne et non pas un CV. Creuser davantage lors d'entrevues, on va y revenir. Également, recruter en tout temps. Souvent, le recrutement, historiquement, le recrutement, c'était lorsqu'on avait un départ, on remplaçait comme un plaster qu'on met sur un bobo.
Mais de plus en plus, les entreprises se dotent d'équipes d'acquisition de talent. C'est un terme que là, 10, 15 ans, ça n'existait pas. Et l'acquisition de talent se fait de façon continue. Il faut le faire tout le temps. Il faut trouver des places. C'est sûr qu'en PME, c'est plus compliqué, j'en conviens. Mais si on trouve une superstar, comme on dit, il faut lui trouver une place. C'est pas toujours possible, comme j'ai dit, mais dans la mesure du possible, ça prend des plans de contingence. On va en reparler tantôt. Également, on va voir que vos employés sont vos meilleurs ambassadeurs. Vos employés, vous les avez choisis, vous les aimez, et ils connaissent des gens qui leur ressemblent. Donc ça, on va voir un petit peu comment on peut pérenniser ça également. Je vais vous parler de quelques constats qu'on entend en tant que recruteur quand on approche quelqu'un. Je vous rappelle que 90% des gens qu'on approche ne sont pas en recherche active. On positionne l'opportunité de nos clients dans leur plan de carrière. Certains nous écoutent, d'autres moins, mais on va vous dire, je vais vous parler un petit peu de quelques constats qu'on a remarqués dans les dernières années. Puis, ultimement, à la fin, le dernier point, c'est l'univers des recruteurs. Comme j'ai dit, des firmes de recrutement, il y en a à Montréal, il y en a au-dessus de 200. Puis, je rencontre des clients toutes les semaines. Ils me disent qu'ils ont été déçus par ça, agréablement surpris par ça. Donc, je vais faire un petit topo sur l'univers des recruteurs. Parce que quand vous choisissez, quand vous êtes rendu là, vous devez choisir le bon partenaire. Donc, voilà, c'est un petit peu ça les points qu'on va aborder. Donc, ça vous paraît sensé? Hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et visiblement très intéressant. On va y trouver notre place. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on a parlé tantôt de la situation actuelle. C'est pas une fin en soi, c'est quelques moyens. J'en ai identifié 3 qui vont vous permettre de commencer à penser à une stratégie. Évidemment, la réputation et la e-réputation. Aujourd'hui, il y a des sites, on a vu il y a quelques années, l'émergence des sites comme Rate My Teacher, Rate My Doctor. Mais de plus en plus maintenant, il y a Rate My Boss. On pense à des sites comme Glassdoor où est-ce que les employés ou les ex-employés écrivent des commentaires. Les recruteurs nous-mêmes, souvent, on va googler le nom de la personne qu'on veut rencontrer. Donc aujourd'hui, c'est important que si des situations négatives ou malheureuses arrivent, vous devez suivre votre réputation sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, parce que ça peut vous porter préjudice sans même vous en rendre compte. Donc ça, c'est très important. Puis ça, évidemment, on ne se le cachera pas. Ça peut être long à revenir, mais il faut trouver des bons remèdes, il faut trouver les bobos antérieurement. Ensuite, évidemment, le taux de roulement. Différentes industries, ils ont des centres d'appel, exemple, ils ont des taux de roulement très, très hauts. Ça peut être normal. D'autres industries, chaque industrie a ses particularités. Mais lorsque vous aurez été en mesure de calculer votre taux de roulement, ça va vous donner un indicateur où est-ce que vous performez par rapport à votre moyenne dans l'industrie. Ça coûte cher, remplacer des gens. On parle de statistiques, là, ça peut être autour de 12%. Un taux de roulement acceptable selon l'industrie, puis il faut faire attention de ne pas généraliser avec les statistiques, c'est entre 4 et 5%. Le taux de roulement, c'est quoi? C'est un indicateur de l'état de santé de votre entreprise. Il s'agit d'un coefficient qui indique le ratio entre le nombre de travailleurs qui ont quitté et le nombre de travailleurs dans l'entreprise. Donc, c'est un ratio, comme j'ai dit. Puis le fait de perdre des employés ou de gagner des employés, c'est commun à toutes les entreprises. Par contre, il faut creuser davantage, puis c'est le prochain point, il faut creuser pourquoi on perd les employés. Si on a embauché 5 directeurs des ressources humaines en 6 ans, ben, c'est pas normal. Il y a quelque chose, c'est pas 5 mauvais choix. Il y a quelque chose de plus profond à ça. Il faut trouver c'est quoi. Le prochain point, la liaison, l'entrevue de départ, c'est fondamental et c'est peu appliqué, je vais vous dire. Parce que les entrevues de départ, quand on a un départ, quelqu'un qu'on ne veut pas qui quitte, on peut être fâché, déçu, on ne sait pas comment réagir de la part des directeurs, des directeurs généraux ou des directeurs dépendamment d'entreprise. Donc, on reçoit la lettre de démission, puis on évite les personnes à quitter. Mais on se prive d'informations, à mon avis, fondamentales, parce qu'il y a une raison qui fait qu'ils quittent. Si c'est des raisons géographiques, si c'est des raisons salariales, on peut jouer un petit peu là-dessus, mais il y a des bonnes raisons et des moins bonnes raisons. Puis en se privant justement de cette entrevue-là, on se prive d'informations fondamentales pour
ajuster le tir en conséquence, peut-être retenir la personne s'il y a lieu. De plus en plus dans notre métier, en tant que recruteur, on n'est jamais à l'abri d'une contre-offre. Donc, quand un candidat démissionne, on est toujours près du téléphone afin de voir s'il n'y a pas, s'il n'y a pas eu une contre-offre. C'est toujours des moments charnières, si on veut, dans un processus. Puis, comme j'ai dit tantôt, l'entrevue de départ, il faut la faire sans amertume, il faut la faire en étant reconnaissant des services rendus. Et plus qu'on va être en mesure de mettre notre ego de côté, plus qu'on va avoir de l'information privilégiée de la part du candidat. Comme j'ai dit tantôt, c'est un élément, à mon avis, négligé. Oui, puis en fait, j'ajouterais, puis peut-être que je ne suis pas sur la bonne piste, mais quand on parle de e-réputation, je pense qu'on a d'autant plus intérêt à s'assurer qu'on a bouclé une certaine boucle et qu'on parle, tu parles de sans avertir, je trouve que c'est une très belle expression, que de part et d'autre, les choses sont réglées en fait sur place et non qu'on va régler ça sur les réseaux sociaux. Okay. Puis vous savez, les employés qui quittent, souvent, ils vont se prêter à l'entrevue de départ. Même que si on n'en fait pas, ça pourrait renforcer leur sentiment de frustration. Ils n'ont pas été écoutés. S'ils quittent, il y a une raison. Puis, le meilleur recruteur du monde entier ne fera pas quitter un emploi à quelqu'un qui aime son emploi. Donc, il y a un profond sentiment. Ça peut être mineur, ça peut être beaucoup d'incompréhension, on va en reparler plus tard, mais il y a quelque chose. J'ai trouvé intéressant la définition d'Albert Einstein ici. La définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. Bien, si on ne fait pas d'entrevue de départ, on ne changera jamais rien. Puis, on va toujours perpétuer les mêmes erreurs. Donc, un coup que c'est fait, ça, qu'est-ce qu'on fait? Excusez-moi, je vais revenir. Comment on fait pour retenir nos leaders? Puis là, vous remarquez que je parle de recrutement. Puis là, je suis en amont du recrutement. Là, je vous parle de rétention. Parce que je pense que ça va avec, puis ça va bonifier la culture qui va faciliter votre recrutement futur. On va y revenir. Comment retenir nos leaders qu'on a en place actuellement? Ça passe par la marque employeur. On a vu dans les 10 à 15 dernières années beaucoup d'influence de la Silicon Valley. On a vu dans les bureaux, surtout en technologie, des tables de pool, des places où il y a des lunchs, tout ça d'affaires, même des endroits maintenant qu'on peut amener notre chien. C'est bien le fun, tout ça. Ça fait wow au début, mais les études le prouvent que c'est pas ça qui retient un employé. Ce qui retient l'employé, c'est les défis, c'est l'écoute, c'est l'avancement, puis comment il se réalise. De plus en plus, les gens, on est loin, on n'est pas à l'époque du Taylorisme en 1925. Là. De plus en plus, les gens, peu importe le travail qu'ils font, c'est un sens à leur vie qu'ils cherchent. Je discutais justement avec un président d'une flotte de transport. Il me disait, c'est dur pour un camionneur qui est pogné sur le pont Champlain de trouver du sens à sa vie. Mais en même temps, il faut y expliquer. Puis là, je ne veux pas paraître non plus là, moralisateur, mais il faut démontrer que son travail est important dans la chaîne d'approvisionnement. Puis, si on améliore un petit peu, un peu soit peu, là, son sentiment de sens à sa vie, ben, on aura gagné ça au moins. Là, il y a des métiers plus faciles que d'autres. Je parlais avec une autre personne à Québec qui c'est une entreprise qui fabrique des pièces pour mettre dans les pacemakers. J'oublie le nom en français. Là. Vous savez c'est quoi? Mais c'est une chaîne de montage. C'est pas la job la plus tripante au monde, mais quand les gens comprennent que la pièce qu'ils injectent là-dedans va servir à faire battre le cœur de l'être humain, ça change la dimension, si on veut. Je fais une liaison rapide avec la marque employeur. On était rendu là. La marque employeur, c'est un concept, là, branding, marque employeur. À l'époque, on parlait d'expérience client. De plus en plus, on parle d'expérience candidat parce qu'on a parlé, Marine a parlé d'entrée de jeu. L'expérience candidat, l'expérience client, c'est rendu la même chose. Parce que, pas la même chose, mais le même esprit, si on veut, derrière, parce que pas de candidat, on n'a pas de client. Un ne va pas sans l'autre. La marque employeur, il y a des choses beaucoup plus. Je vais revenir à. Le développement d'une marque employeur, ça ne se fait pas en une semaine. Ça se fait sur plusieurs années, avec des résultats difficiles à mesurer, mais il faut être conséquent. Je ne crois pas une stratégie militaire, ça prend plusieurs moyens pour arriver à ses fins. Il y en a que vous connaissez déjà, il y en a qui sont faciles, si on veut, à mettre en place, sans frais, sans peu de frais, disons-le. Il y en a d'autres qu'on va voir qui sont un peu plus exotiques. Pour les gens de la région de Montréal et même dans la région de Québec, j'ai beaucoup de clients à Québec qui me disent qu'ils ont des enjeux de trafic également, le télétravail. C'est facile, ça prend juste une bonne volonté, si on veut, puis une bonne connexion Internet.
mais ça peut être intéressant, ça peut attirer des gens. L'horaire flexible, de plus en plus, on voit ça dans les bureaux de comptables, dans d'autres organisations. Les gens doivent être au bureau de 10h à 2h. Et avant ça ou après ça, les gens peuvent arriver à 6h du matin, faire leur journée très tôt et vice-versa. Donc, ça peut être des éléments intéressants. Le cumul de vacances, les plans d'assurance, c'est tel que tel. Des bonus d'entreprise, des bonus individuels. Il y a plein de mélanges qu'on peut faire. On peut être très créatif au niveau de la rémunération. Ensuite de cela, un environnement propice au développement, la formation. On a parlé tantôt de les employés aujourd'hui, les générations, les plus jeunes générations cherchant un sens à leur vie. Et la formation devient un levier privilégié, si on veut, pour les attacher, si on veut, à l'entreprise. La reconnaissance, on en a parlé tantôt. Les jeunes d'aujourd'hui, j'aime pas généraliser les générations, là, parce que dans toutes les générations, il y a des courbes normales, mais la reconnaissance, qu'on ait 20 ans ou 75 ans, l'être humain en a besoin. Puis la reconnaissance peut prendre plusieurs sens. On a parlé des bonus, c'est une chose, mais aussi la bonne vieille tape dans le dos, c'est important. Puis ça, on parle du leadership. Ça part des directeurs qui vont influer ça sur le reste de l'organisation. J'ai un lien à faire avec la formation, parce que plus que les gens vont être formés, plus qu'ils vont vouloir faire une différence dans l'organisation. En termes de reconnaissance, il y a, comme j'ai dit, là, il y a différentes façons de reconnaître la contribution des employés. Moi, je suis contente d'entendre dans ce discours-là que c'est pas juste finalement la bonification, l'aspect monétaire. Non, non. Je pense même que c'est peut-être un des éléments, mais c'est pas le plus important en reconnaissance. Les bonus, c'est un très bon point de Marie, parce que les bonus, les augmentations de salaire, c'est prouvé, ça fait du bien sur le coup, mais un mois après, on l'oublie. Donc, si, exemple, un candidat gagne 55 000, il accepte un nouvel emploi à 70 000, sur le coup, il va être content, 15 000 de plus. Mais après 3 mois, il va l'oublier. Son style de vie va s'être ajusté, puis ça, c'est prouvé, ça. Donc, le salaire, oui, c'est important, oui, c'est le fun, mais c'est pas ça qui retient les gens. Puis même en recrutement, quand on a un mandat, qu'on a un salaire X à respecter, ben des fois, on va parler à des gens qui gagnent déjà plus cher. Les gens ne magasinent pas un salaire. Évidemment, là, je ne veux pas généraliser, là, il y a des gens qui veulent améliorer leur sort financièrement, puis c'est OK aussi, là. Mais la pérennité des recrutements, ça ne se magasine pas en $5. On l'a vu. Un des enjeux dans la PME aussi, qu'on retrouve dans toutes les entreprises, en fait, c'est la communication et l'information. Souvent, les gens qui quittent un emploi, quand on approche quelqu'un, nous, en tant que recruteurs, ils nous disent tous, pas tous, mais certains nous disent mon patron ne m'écoute pas. Je soumets des idées, ça ne revient pas. Donc, l'information. Puis ça revient encore au sens de leur travail, de leur impact. Donc, plus qu'on informe, plus qu'on communique, plus qu'on favorise le facteur d'attachement. Puis ça, le parallèle que je peux faire, c'est le secteur bancaire. Il m'est arrivé de faire plusieurs mandats dans le secteur bancaire. Puis le secteur bancaire, une banque au coin de Mont-Royal et Parc versus une autre banque ailleurs, ça reste la même organisation, le même marché, le même nombre d'employés. Pourquoi une performe mieux que l'autre? C'est le sentiment d'appartenance que le leader a créé. Fait que tout ça, l'information, là, ça part de là. Tout ça, c'est applicable assez rapidement. Il y a des points un peu plus exotiques, si on veut. Le mentorat, le coaching, c'est toujours bon. J'ai même vu à un endroit, une petite PME à Québec qui faisait, lui, il aidait. C'est pas applicable partout, là, j'en conviens. C'est des idées. Lui, il donnait une avance d'argent pour ses employés qui étaient les développeurs entre 25 et 35 ans. Donc, il les aidait à amasser une mise de fonds pour une propriété. Donc, ça, c'était très original. Ça ne se fait pas partout, mais c'est juste pour vous illustrer que la seule limite, c'est l'imagination. Évidemment, et l'argent, ça va être. Oui, mais je trouve ça intéressant ton exemple parce que tout particulièrement auprès de la jeune génération, bon, on va peut-être t'en as glissé quelques mots, là, mais ils ont peut-être des attentes un petit peu différentes et il faut aller les chercher, ces talents-là aussi. Exactement. Dans les régions métropolitaines comme Montréal, évidemment, il y a de plus en plus d'employeurs qui payent les titres de métro, les cartes plus, les stationnements.
pour les vélos. Donc, c'est toutes ces choses-là qui viennent amener une pierre à l'édifice, chacun leur part. Donc, ça, c'est des moyens. En tant qu'employeur également, on peut, pour bonifier, si on veut, la marque, on peut faire des démarches un peu plus formelles. C'est sûr, ça requiert des ressources davantage, mais pour aller chercher des certifications. Puis ça, c'est un peu le concept. On a vu ça il y a une vingtaine d'années, l'émergence des normes ISO dans différents secteurs d'activité. Bien là, il y a beaucoup de normes différentes applicables. Mais dans le cas des employeurs, dans le cas des milieux de travail, c'est le Bureau de normalisation du Québec qui fait ça. On en a plusieurs. J'en ai mis quelques-unes. Là. Je vois juste les employeurs remarquables, entreprises en santé, conciliation travail-famille. Donc, c'est toutes des choses qui ne demandent pas énormément de travail, mais c'est sûr qu'il faut aussi, c'est de la paperasse un peu, là, mais quelqu'un qui a des ressources pour le faire, ça peut devenir un beau facteur de différenciation. Ça, c'est la certificat de la marque employeur. Il y en a d'autres également, de participer à des sondages. On le voit souvent dans le Journal des affaires ou dans d'autres journaux spécialisés, les meilleurs employeurs. Donc, ce n'est pas une garantie de succès, évidemment, mais ça peut vous donner encore là. Ce qu'on cherche, c'est un facteur de différenciation. Je ne vous dis pas que les gens vont courir à votre porte pour aller travailler chez vous, mais ça peut aider. On a vu dans les médias depuis quelques années des boîtes en technologie qui avaient des bureaux à Prague, à Barcelone, qui permettaient à leurs employés d'aller travailler là pendant un mois ou deux. Bien, je peux vous dire que ça peut être très attractif là, pour les gens qui ont envie de voyager. Donc, ce sont tous des éléments, comme j'ai dit tantôt, de stratégie militaire. J'ai passé ma citation tantôt là, sur la formation. Je la trouvais drôlement intéressante. Train people well enough to say so they can leave. Treat them well enough so they don't want to. Ça, je pense que c'est très porteur. Ça dit ce que ça a à dire. Puis, il y a une autre citation intéressante sur LinkedIn qui a circulé. Il y en a sûrement qui l'ont vu. C'est le CFO qui demande à son CEO qu'est-ce qu'on fait si on investit dans notre monde, puis il s'en va, qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on fait si on n'investit pas, puis il reste, qu'est-ce qu'on fait aussi? Fait que, tu sais, je trouve ça drôlement intéressant à ce niveau-là. Donc, voilà pour la marque employeur. Une fois que c'est fait, tout ça, puis comme j'ai dit, ça ne se fait pas en claquement de doigts, là, on parle de la situation actuelle, la réputation, le taux de roulement, l'entrevue de départ. Un coup qu'on a mis ça en place, on en a parlé un petit peu tantôt, mais nos leaders, nos top leaders, on en a parlé, là. Il faut éviter de tomber dans les généralités. Puis non plus, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. L'époque que les gens faisaient 25 ans au même endroit, c'est révolu. Moi, je dis toujours à mes clients que si les gens font 5 ans, ça va être bon. Puis des fois, ils sont bien déçus de m'entendre, mais c'est la réalité. Certains disent que les recruteurs, on est responsables un peu, mais ça serait un autre débat à faire. Mais aujourd'hui, les gens veulent bouger, veulent avancer rapidement, puis c'est correct aussi. D'où l'importance des plans de relève qu'on va parler tantôt. Okay? Ensuite, on avance. Qu'est-ce que ça va vous donner? Juste pour terminer là, sur la marque employeur, parce que je pense que c'est important. Qu'est-ce que ça va vous donner d'être un employeur de choix? Évidemment, la capacité d'attraction accrue. Vous allez modifier votre discours en conséquence, autant à l'externe qu'à l'interne. Ça va faciliter l'imputabilité de vos employés en tant qu'ambassadeurs. Le taux de roulement devrait baisser logiquement. Donc, les gens devraient rester plus longtemps. Des études démontrent auprès de Statistique Canada que la productivité des employés devrait augmenter de 5 à 15 %. Évidemment, c'est difficile à mesurer, j'en conviens. La clientèle, 30 % plus élevée la satisfaction. Donc ça, c'est pas rien. Hein? Des employés qui sont plus heureux communiquent mieux auprès de la clientèle. Exactement. Oui. Donc tout ça, comme j'ai dit tantôt dans l'introduction, c'est un fil continu. Ce n'est pas une fin en soi, le recrutement. Taux d'absentéisme plus de 20 %. Puis Dieu sait qu'en PME, l'absentéisme, non seulement ça coûte cher, mais ça dérange tout le monde parce que les gens ils ont des grosses portions, ils ont des gros terrains de jeu à prendre en charge. Puis quand un n'est pas là, l'autre, il faut qu'il compense. Puis là, ça brise la chaîne, si on veut. Donc, voici les conditions de succès pour bien vous positionner avec votre marque. On en a parlé un petit peu. Il faut véhiculer l'image de l'organisation à l'interne et à l'externe. Il faut que les clients le sentent. Il faut que les employés le sentent. Il faut promouvoir l'expérience employée. De plus en plus, sur les réseaux sociaux, on le voit, hein? On voit telle organisation est au salon des meilleures pratiques à Québec. Donc, les gens des ressources humaines ou les gens d'attraction de talent sont là puis ils se posent sur LinkedIn. Donc, on
on tombe dans le giron du marketing. On vient plier ses pieds de nos amis en marketing. Ensuite de cela, vendre ses avantages pour faire face à la concurrence. Évidemment, le concept, puis ça c'est une prédiction un peu à la Nostradamus, mais le concept d'entrevue tel qu'on l'a connu, je pense qu'il est en train de s'étioler. C'est davantage un rapport de force égal qu'on recherche. Moi, je positionne tous mes candidats auprès de mes clients. Vous avez des questions, eux aussi ont des questions. On est comme une agence de rencontre. Il faut que les deux tombent en amour, là, si ça fit, pour que ça fitte longtemps. Évidemment, les bottines doivent suivre les babines. Si on met de l'avant des valeurs de conciliation travail-famille, puis qu'on oblige à tout le monde à travailler jusqu'à 8 heures le soir, il y a une incohérence. Il faut que les bottines suivent les babines, dis-je bien. Puis tous ces éléments-là, tout ce que je vous ai dit là, ça part par un leadership fort. Donc, on parle beaucoup dans les écoles de gestion de courage managérial. C'est souvent quand ça va mal, mais le courage managérial est important aussi quand ça va bien pour influencer le reste des troupes. Donc, voilà pour la marque employeur. L'autre élément, c'est l'accueil et l'intégration. OK. Anne-Marie me souffle à l'oreille que je parle trop. Écoute, c'est tellement intéressant. Il y aurait tellement à parler. Bon. Mais la marque employeur, c'est le gros morceau. Ouais. Fait que je continue avec le programme d'accueil et d'intégration, qui, encore une fois, qui est drôlement négligé à mon avis. Les gens investissent des sommes conséquentes en recrutement, avec ou sans recruteur, l'affichage ou quoi que ce soit. Puis on a notre personne, elle commence à 8h30, puis à 8h30, la porte est barrée. Ça fait, à mon avis, ça n'a pas de sens. Moi, je dis à tous mes clients, la première journée que les gens arrivent, faites-les rentrer à 10h. Prenez le temps d'arriver avant eux autres, installez leur bureau. C'est fondamental. Les études le prouvent que la rétention, ça passe dans les 3 premiers mois. Si quelqu'un arrive dans une nouvelle organisation, son nom est à la porte, pour ceux qui ont des bureaux fermés, son ordinateur est prêt, il est connecté au réseau d'entreprise, c'est facile. Souvent, le classique première journée, on va dîner avec la personne. Il y a bien des endroits que la personne se ramasse à manger son lunch dans la cuisine tout seul. On le voit encore, ça, malheureusement. Puis pour des postes de contributeurs individuels, mais aussi pour des postes de directeurs. Donc ça, c'est facile à faire, puis il faut le faire. Et le 4e élément, il faut faire le suivi. Après 3 mois, 1 mois, peu importe, à votre convenance, il faut s'assurer avec. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Vous êtes toujours en entrevue, même après 2 mois, 3 mois, 4 mois, parce que les gens sont toujours libres d'aller où ils veulent. Puis l'emploi est relativement facile à trouver pour les bons employés, n'oubliez pas ça. OK. Ça, je l'ai trouvé le fun. Je voulais vous parler d'un client à moi, puis je peux même le nommer, c'est Good Food. Good Food, qui est très à la mode, c'est les boîtes à lunch qu'on fait livrer, là. Les personnes qui ont à la tête de ça, ils ont une trentaine d'années, ils ont une nouvelle vision. C'est très enrichant de travailler avec eux. Puis eux, là, ils ne veulent pas embaucher un CV. Ils veulent embaucher une personne. Puis pour un recruteur comme moi, ça me demande un petit peu d'ajustement parce que ils m'ont donné des pistes très, très larges. Habituellement, je prends un mandat, je recherche dans la même industrie, avec les mêmes compétences. C'est une espèce de checklist. Mais de plus en plus, nos clients nous demandent des personnes qui vont se greffer à d'autres personnes. Donc, il faut être créatif. Puis ça va faire le lien avec ma prochaine acétate sur... Mais ça, ce que tu dis là, c'est important parce que ça veut dire que la personne n'aura peut-être pas toutes les compétences qu'on recherche, mais on va accepter qu'elle a le potentiel et qu'elle a l'attitude pour aller acquérir ces connaissances-là. Qu'on vient complémenter avec l'aspect formation. Bien sûr. Parce qu'une attitude, c'est dur à changer. Des compétences, ça peut s'acquérir. Bien sûr. Donc, c'est un peu ça l'idée. Puis, surtout dans un contexte de pénurie, il faut quand le candidat n'est pas 100% comme on veut, mais il y a 80%, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'amener à 100% dans un délai de temps raisonnable? Donc, il faut être un peu créatif à ce niveau-là. Donc, ça vous amène à mesurer un potentiel. Exactement. Ce qu'on ne faisait pas nécessairement traditionnellement. Exactement. On regardait le CV était l'indicateur principal de potentiel et de réalisation, finalement, tandis que là, et ça vous amène dans une zone un peu plus grise, là, où il y a plus de jugement de la part, j'imagine, du chercheur de talent. Ben, en fait, on le fait avec grand plaisir, mais on fait des discussions philosophiques avec nos clients. Puis on présente des candidatures pour les jauger, puis on voit un petit peu qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime moins, qu'est-ce qu'on peut travailler. Donc, c'est bien intéressant d'avancer avec eux là-dedans. Puis l'autre élément, surtout puis c'est drôlement percutant en PME,
je l'ai parlé un petit peu là, dans mon intro, c'est de recruter en tout temps. Ça a l'air bien facile. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je vous donne un exemple. Vous êtes dans une industrie alimentaire, vous recrutez des représentants, vous savez que vous embauchez à chaque année depuis 5 ans 3 représentants. Mais vous décidez d'embaucher seulement quand il y a un départ. Vous êtes en gestion de crise. Là, vous prenez pas le premier du bord, mais vous faites un petit processus. Lui, il a l'air pas pire, on l'embauche. Et moi, ce que je vous dis, c'est de recruter en tout temps. Les chefs d'entreprise font des vigies sur leurs compétiteurs, sur des nouveaux produits, mais ils ne font pas de vigie sur le talent disponible. Votre compétiteur, là, il a les meilleurs représentants. Ça n'a pas besoin d'être dans votre même industrie non plus, mais gardez à l'œil les candidats dans le marché qui se démarquent. Puis ça, vos employés deviennent vos meilleurs ambassadeurs pour le faire. T'sais. Ça, c'est drôlement important. Puis, j'ai un exemple à vous donner. C'est en 2011, j'ai rencontré un candidat. Il m'a demandé de prendre un café avec lui. J'avais rien pour lui. Puis j'ai aimé l'individu. On a gardé le contact. Puis en 2015, j'ai eu un mandat. C'est 4 ans plus tard. J'ai pensé tout de suite à lui. Et évidemment, on a fait un processus complet, mais je savais qu'il serait sur la liste courte dès le départ. Puis il y a eu l'emploi. Donc, tu sais, si on est juste en court terme, ben, on va avoir des résultats à court terme. Ça, j'en ai parlé un petit peu. Vos employés sont vos meilleurs ambassadeurs. On parle, encore là, c'est facile à instaurer, un problème de référencement. Un affichage, un recruteur, il y a des sommes associées à ça. De plus en plus, les entreprises vont dire à leurs employés, si vous nous référez quelqu'un qu'on embauche, on va vous donner 500, 1000, 2000. J'ai même vu des 5000 $ dans le secteur bancaire. Donc, tu sais, c'est quand même intéressant. Sauf qu'il faut prendre en compte que les gens ne pensent pas nécessairement à tout le temps à ça. C'est un message qu'on doit véhiculer, pas seulement pour l'argent, mais pour amener des gens comme vous, des gens qui vont participer au bien-être collectif. Puis, évidemment, vos employés que vous aimez, comme j'ai dit, vont avoir des contacts dans leur réseau qui vont leur ressembler. Là, rapidement, quelques constats. En recherche de cadre, en chasse de tête, proprement dit, 90% des gens nous écoutent quand on les appelle, quand c'est bien fait, évidemment. Donc, pensez pas que les gens sont uniquement dans votre entreprise. Les gens sont curieux de connaître leurs valeurs. Donc, c'est la nature humaine étant ce qu'elle est. Donc, les bons recruteurs sont ceux qui vont positionner l'opportunité dans le plan de carrière du candidat, en mettant de l'avant des éléments positifs et en le faisant parler et en décelant des éléments qu'il pourrait avoir de l'insatisfaction. Les clients les plus vendeurs sont ceux avec une culture forte. Je vous ai parlé qu'on travaille avec Good Food, c'est un bon exemple. Good Food, il y a un beau buzz présentement, si vous me permettez l'expression. Ça serait plus dur à vendre, par exemple, pour une compagnie de tabac. J'aurais plus de misère à vendre ça au marché que des éléments plus porteurs comme Good Food ou d'autres entreprises qui sont comme dans les voiles. Donc voilà, je fais le tour un peu. Ma dernier élément que je voulais vous parler pour gérer vos attentes, quand vous avez tout fait ça et ça n'a pas marché, et que vous pensez travailler avec des recruteurs, ben, il faut comprendre le modèle d'affaires dans lequel ils naviguent. Ça va vous aider aussi à gérer vos attentes. Parce qu'on en rencontre plein de clients qui disent « Ah, j'ai travaillé avec un tel, ça n'a pas bien été ». Il faut comprendre que dans l'industrie du recrutement, il y a 2 grands modèles d'affaires. On appelle en contingence. Ça veut dire que les clients donnent le mandat de directeur des finances à 4 firmes, ne payent rien, et c'est le premier qui envoie le bon CV. Vous comprenez que ces gens-là ils travaillent très fort. Ils ont 20 à 25 mandats sur leur bureau et ils vont en combler 4 ou 5 ou 6. Donc, ça se peut que vous ayez moins de nouvelles. Dans le cas des firmes plus exécutives, si on veut, on appelle ça un horaire retenu. Il y a un volume qui est beaucoup moindre à ce moment-là et il y a un engagement de livraison précédé d'un processus dûment documenté. Donc, on a des firmes spécialisées, des firmes plus généralistes. Les firmes généralistes vont se concentrer beaucoup sur le processus de recherche. Ils vont vous dire à qui ils ont parlé, qu'est-ce qu'ils ont dit, et les spécialistes vont naviguer dans une seule industrie. Ça peut être bon aussi, ça dépend de vos attentes. Parce qu'en parlant d'attente, dis-je bien, il y a 3 éléments. Il y a le livrable, on fait le bon candidat. Il y a le processus. Est-ce que j'ai vraiment relevé toutes les pierres qu'il y avait à relever? Et évidemment, la communication. Donc, tous les vendredis, on se parle, on dit qu'est-ce qu'on a fait, à qui on a parlé. Donc, on avance comme ça.
Donc, voilà, ça fait pas mal le tour. J'ai oublié quelque chose. Oui, bien écoute, ne nous quittez pas, on va, on va changer la main. On va revenir. Moi, je pense là, c'est le temps. Si vous avez des questions, on vous attend. On aimerait vous entendre. Attendez, on va faire juste un petit transfert ici. Donc, à votre écran, vous allez voir des choses tout à fait normales. Donc, voilà. Donc. Ben, écoute, on est revenus tous les deux et j'aimerais, on a des questions, Michael, et moi-même, j'en ai aussi à travers ta présentation. Je voudrais que tu nous parles aussi de la question des générations. Oui. Tu ne l'as pas beaucoup abordé, mais on est dans un marché serré. C'est vrai. Donc, évidemment, on veut ces jeunes talents qui montent, puis j'imagine qu'on veut aussi ces talents aguerris. Et j'aimerais juste t'entendre sur, est-ce qu'on parle des mêmes stratégies? Est-ce que il y a des éléments que tu voudrais partager avec nous plus spécifiques sur cette... C'est un très bon point, Marie, puis je l'ai abordé de façon générale parce que j'aime pas étiqueter une génération. On entend beaucoup parler des X, des Y. Je persiste à croire que chaque personne a ses leviers. Mais c'est sûr, il y a des tendances qui se dégagent, ça va de soi. Là. Les plus jeunes, les gens de 25 à 35 ans sont plus pressés que d'autres générations. Donc, il faut les nourrir doublement. Il faut les informer doublement. Puis ça revient tout un peu à ce que je disais tantôt, ils ont besoin d'un sens dans leur vie. Que tu travailles comme contremaître dans une usine ou dans un centre d'appel ou à l'international, tu as besoin de comprendre les impacts que tu as, qu'est-ce que ça fait au sein de l'organisation, puis qu'est-ce que ça fait dans la vie des gens. Donc, que tu aies 25 ans ou 50 ans, ça ne change pas. En termes de stratégie de recrutement, évidemment, les gens de 25 ans, ils vont travailler beaucoup sur les réseaux sociaux. On a parlé de la réputation tantôt. Ce sont les gens les plus alignés, les plus susceptibles d'aller faire leur vérification diligente sur des sites, comme j'ai dit tantôt, Glassdoor, ainsi de suite. Donc, s'il y a des éléments plus négatifs, ils vont vous le dire en entrevue même. On le voit en entrevue. Oui. Il y a des candidats, des fois, qui me disent « Moi, j'ai entendu parler de ça. On doit d'abattre, on se doit, nous, en tant que recruteurs et d'intermédiaires, d'abattre ces obstacles-là. » Donc, c'est drôlement intéressant de voir les leviers qui font les leviers sur chaque individu. Là. Et pour les gens qui sont... donc, écoute, c'est excessivement important. Je veux juste revenir à un petit point puis qui doit te toucher dans ton quotidien aussi, c'est le bon fit entre un recruteur et une entreprise. Oui. Tu en as parlé un petit peu des types, mais si moi, comme entreprise, comme PME, je dois choisir un recruteur, donne-moi 2-3 petits éléments que je devrais regarder là, en termes qualitatifs. Là. Ben, écoutez, il y a des postes qui se prêtent mieux que la chasse de tête parce que les firmes qui vont travailler à un horaire retenu, souvent, ils n'afficheront pas leur poste. C'est vraiment de l'approche directe. Donc, eux, ils ont leur promesse habituellement, c'est de faire le tour du marché d'une industrie donnée. Donc, si on cherche un directeur des ventes dans l'alimentaire, une recherche exhaustive va amener le recruteur à identifier entre 100 et 200 personnes qui font un rôle similaire dans un rayon géographique raisonnable et qui va tous les appeler. Quand on parle de processus, c'est ça. Versus d'autres firmes qui vont se constituer une banque de candidats et qui vont, suite à un nouveau mandat, voir qui pourrait aller là. Donc, c'est deux processus totalement différents. Donc, si votre recherche, si vous avez besoin d'un matin de 15 développeurs, ben, ça va être très difficile de trouver ça en chasse de tête dans un intervalle de 3 semaines, ça va être impossible. Et si vous avez un poste très niché de directeur des finances dans une industrie X, ben, les directeurs des finances, il y en a sur le marché, mais ils ne sont pas à la recherche d'emploi. La chasse de tête vient prendre toute sa place parce que nous, on les appelle, puis on ne leur présente pas tout de suite, tout de go, un poste. On s'intéresse à leur carrière, on développe une relation avec eux, on gagne leur confiance, puis à un moment donné, on se dit, j'ai peut-être de quoi pour toi. C'est un processus qui se fait sur plusieurs semaines. Okay. Je vois par les commentaires que les gens apprécient énormément la présentation, puis je vais te laisser avec une dernière question au piège. Parle-moi de LinkedIn. Le rôle que ce réseau social-là joue dans votre travail. LinkedIn est un outil formidable pour débusquer des candidatures. Des fois, dans des soupers avec des amis, ils me disent que LinkedIn va remplacer les recruteurs. C'est totalement faux. Parce que LinkedIn, on le voit à l'interne dans les compagnies,
Les gens en élection de talent sont très actifs sur LinkedIn. Par contre, en recrutement, surtout en recrutement exécutif, les gens, ils répondront pas aux annonces. Les gens, il faut les appeler, il faut les inviter à prendre un café, il faut leur faire voir. Donc, l'intervention humaine est drôlement importante. Puis, notre impact, à mon avis, le plus-value qu'on a, c'est vraiment ça. Parce que identifier une liste de noms, tout le monde peut le faire. Mais aller chercher ces gens-là, les approcher de la bonne façon, peser sur les bons boutons qui vont les faire réagir positivement, c'est pour ça qu'il y a des honoraires. Merci beaucoup, Michael. Michael, c'était vraiment très pertinent. Écoutez, les commentaires ici me disent tous qu'ils ont apprécié énormément la présentation. Je veux vous rappeler que la présentation, je vais vous inviter, si vous désirez avoir l'avoir, à communiquer avec nous. Donc, vous avez le courriel sur le panneau de configuration ou en répondant simplement au webinaire, et on va vous mettre en contact avec Michael qui va pouvoir faire le suivi avec vous. Donc, merci énormément. On ne veut pas vous retenir plus longtemps. Donc, on voit le temps passer. Merci énormément. On veut vous rappeler que vous pouvez revoir ce webinaire à compter de la fin de cet après-midi sur notre site Internet. Et j'imagine qu'il y aura peut-être un lien du côté de Octave Mécénas parce que je vois que vous avez été très enthousiaste. Donc, merci énormément. On vous souhaite bonne fin d'après-midi. Merci de votre écoute. Merci à notre invité. C'était très intéressant. Et au plaisir de vous revoir avec nous pour un autre webinaire. Bonne fin de journée.